Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Sambatiam, je suis chargé de faire le cours d'introduction historique au droit. Je tenais avant tout à vous féliciter. Vous venez d'arriver à la faculté de droit où vous êtes en train de reprendre la première année. Pour ceux qui reprennent, je tenais à les encourager. L'année universitaire, dès les premiers moments, est extrêmement difficile. Le temps qu'on s'y retrouve, c'est pratiquement la fin d'année. Alors disons que tous, vous êtes là pour suivre une étape fondamentale, c'est l'étape d'initiation au droit. Vous avez trois matières fondamentales, c'est le droit civil, c'est le droit constitutionnel et l'histoire des droits. Je suis chargé justement de vous présenter l'introduction historique au droit. L'introduction historique au droit, c'est notre programme. D'abord, la première question est une question extrêmement difficile, c'est qu'est-ce que le droit? On peut définir le droit sous l'angle technique, comme étant l'ensemble des règles qui se chargent d'organiser la vie en société et qui émanent de la législation. Législation, il y a des organes, il y a des autorités chargées de créer des règles de droit. Du point de vue technique, il s'agit alors de banaliser, d'interpréter ces règles de droit. Mais on ne peut pas se satisfaire d'une telle définition, car la vie en société repose sur des valeurs culturelles, sur des traditions. C'est pourquoi la définition serait très incomplète si on néglige le milieu pour lequel le droit a été élaboré. Alors pourquoi l'histoire? Peut-on faire du droit sans histoire? En autre sens, ce n'est pas possible, puisque la règle de droit, comme elle a été mise en place, comment elle a été élaborée, quel est son processus, comment on est arrivé à cette notion de l'État qu'on vous enseigne dans le cadre du droit constitutionnel, ou à ces caractères de la règle de droit qu'on a eu à vous présenter au niveau du droit civil. Il y a une discipline qui se charge de vous dire comment cette règle de droit a été mise en place. L'histoire, ce n'est pas seulement faire connaître le passé. Bien sûr que pour comprendre les situations actuelles, les problèmes actuels qui se posent dans la vie en société, il est important d'apporter une lecture des événements anciens. Alors, connaître le passé permet effectivement d'appréhender les problèmes actuels. Mais il y a une autre dimension, une autre vertu de l'histoire du droit, c'est la relativité. Le droit ne peut pas être figé, le droit ne peut pas être fixe, le droit suit l'évolution de la société, c'est pourquoi il change énormément, c'est pourquoi le droit se modifie. Et il y a cette discipline d'histoire du droit qui se charge de vous dire quel est ce droit qui a été mis en place, pourquoi il a changé. Il ne pouvait pas être définitif. Toute règle qu'on mettra en place sera également modifiée. C'est l'histoire du droit qui va vous apporter ce témoignage de l'évolution des phénomènes juridiques. Alors, il est important que je vienne vous dire comment, encore une fois, on est arrivé à ces caractères de l'État qu'on vous enseigne de manière positive, à ces caractères de la règle de droit. Alors, quant à notre programme, d'après les textes qui réglementent le programme de la première année de droit, on enseigne l'histoire de l'Égypte, on enseigne l'Antiquité à travers la Grèce, Rome, on enseigne la monarchie française. Nous allons d'abord, dans un premier temps, commencer par expliquer qu'est-ce qui est à la base de ces disciplines qu'on vous enseigne techniquement, le droit civil, le droit constitutionnel, comment on est arrivé à cette notion d'État, comment le droit européen, le droit occidental a été construit. Et ensuite, l'autre phase, la seconde partie, c'est la partie de la confrontation de cette rencontre entre la pensée juridique occidentale et la tradition africaine. Alors, je vous propose dans un premier temps de parler des fondements juridiques des systèmes modernes de l'Afrique. Et pour cela, nous allons étudier les contributions antiques et médiévales, la monarchie française. Et en seconde partie, nous parlerons de la tradition africaine, de la royauté et puis du droit coutumier africain en matière familiale, plus précisément en matière matrimoniale. Si nous revenons sur notre première partie, c'est-à-dire
les fondements des systèmes juridiques modernes de l'Afrique francophone, cette Afrique qui a été colonisée par la France, les fondements des systèmes juridiques modernes de l'Afrique francophone, je vous ai proposé de parler dans un premier temps de la contribution antique. L'Antiquité, on aurait dû commencer par la Mésopotamie, par la Grèce. Je pense que pour appréhender les échos de l'État, il faudra partir de l'expérience romaine. Rome a cette particularité d'avoir tenté de mettre en place un mécanisme juridique, un mécanisme politique qui a attiré l'attention de plusieurs auteurs. Alors, dans un premier temps, la contribution romaine et ensuite, nous verrons dans un second temps la contribution médiévale. Pour ce qui est de la contribution romaine, il va falloir essayer du point de vue pédagogique, du point de vue académique, il va falloir essayer de mettre de côté les aspects publics et ensuite les aspects privés pour vous permettre de suivre vos enseignements en droit constitutionnel et en droit civil. Nous allons commencer par l'aspect public, donc le côté le pouvoir politique, et ensuite nous parlerons de l'aspect privé, à savoir les sources. Pour ce qui est du pouvoir politique, de l'organisation du pouvoir à Rome, les historiens présentent trois grandes périodes. La royauté, l'organisation républicaine et enfin l'empire. Ce sont ces trois grandes périodes que je souhaiterais vous présenter. Nous allons d'abord revenir sur la royauté. Alors, à propos de la royauté, nous nous contenterons d'expliquer que ce sont les rois étrusques qui se sont singularisés, qui se sont fait remarquer à travers leur organisation, une organisation présentée comme étant abusive et qui a provoqué d'ailleurs la révolution. Raison pour laquelle nous devons insister sur le régime républicain. Alors, la République a cette particularité, ce contexte d'avoir mis en confrontation les patriciens et les plébéiens. Les patriciens, ce sont les premières populations de la cité romaine, et ensuite, le peuple romain étant un peuple conquérant, il y a eu beaucoup d'étrangers, et ces étrangers, dès le début, jusqu'à une certaine période de la marche historique, ont été mis à côté, ils ont réclamé leur participation dans l'organisation de la vie citoyenne. C'est ce qui explique cette révolution patrico-plébéienne. Alors, nous allons commencer par parler des institutions romaines, et nous allons en plus ajouter les institutions plébéiennes, à savoir le tribunat. Je vous propose dans un premier temps de parler du mécanisme institutionnel romain et ensuite nous verrons comment les auteurs ont analysé ce mécanisme institutionnel. À propos du mécanisme institutionnel romain, il y a trois institutions fondamentales du point de vue de l'organisation du pouvoir. C'est d'abord le peuple, c'est ensuite la magistrature, c'est enfin le Sénat. Je vous propose de parler du peuple, c'est-à-dire des assemblées populaires. À propos des assemblées populaires, alors, Babacar.